Bonjour à tous. Voilà, moi c'est Elsa et Benoît a commencé à esquisser un peu ça, mais effectivement, je suis sa suppléante et je suis étudiante à Paris 1, dont le centre est à Tolbiac. Et c'est vrai qu'on s'est pas mal côtoyé au moment du mouvement contre la loi travail, précisément quand les étudiants du comité de mobilisation de Tolbiac allaient effectivement sur le piquet de grève de la gare d'Austerlitz qui est à côté pour les soutenir, pour participer au cortège, etc. Et si on a pensé à former un ticket étudiant cheminot, c'est notamment pour cette raison, et j'y reviendrai, mais c'est aussi parce que pendant la campagne présidentielle, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient intéressés par la candidature de Philippe Poutou, que les meetings organisés dans les facs rencontraient un grand succès, et qu'en plus il y avait une espèce d'ambiance d'enthousiasme, mais en même temps de révolte qui faisait penser à des âgés, et précisément aux âgés du printemps dernier dont on discute beaucoup. Et ça, je pense que ça cristallise plusieurs choses. La première, c'est évidemment la colère de toute cette génération qui a grandi avec l'idée qu'on était obligé de payer une crise dont on n'est pas responsable. Parce que pour nous, aujourd'hui, c'est chômage et précarité. Il y a 25% de chômage chez les jeunes, et c'est un chiffre qui monte jusqu'à 40% si on regarde dans les quartiers populaires. Pour ceux qui ont la prétendue chance de trouver un emploi, 90% des embauches, elles se font en emploi précaire. Et ça, voilà, Benoît l'expliquait, mais c'est évidemment le reflet d'une société profondément inégalitaire et qui marche à l'envers, où d'un côté, il y a 6 millions de chômeurs qui vivent dans le chômage et la précarité, et de l'autre, des travailleurs soumis à des cadences infernales qui mènent au burn-out ou au suicide. Et effectivement, une des réponses à ça, c'est partager le temps de travail entre toutes et tous, mais au NPA, on a aussi une revendication par rapport à la situation de la jeunesse, c'est le pré-salaire d'autonomie. C'est-à-dire que ce serait financé par les cotisations sociales, un peu à la manière des retraites, et ça permettrait aux étudiants qui le souhaitent, aux jeunes qui le souhaitent, de pouvoir étudier sans avoir à travailler ou à dépendre de leur famille. Et je pense que c'est important de souligner en fait cette situation-là, parce que c'est pas prêt de s'arrêter. Au contraire, ça va plutôt s'aggraver si on regarde le projet que nous prépare le gouvernement Macron. Déjà, je pense que vous avez peut-être vu circuler la vidéo où pour lui, bosser 45 heures par semaine, franchement, c'est relativement correct pour des jeunes qui ont à peu près que ça à faire. Il rêve d'une société totalement ibérisée, où on n'a plus aucune protection et on est seul, très isolé face à toutes les attaques que nous prépare le patron. Et tout ce type d'emploi-là, quand on regarde qu'il y a un étudiant sur deux qui travaille, c'est des choses qui nous concernent très directement, même les salariés type Deliveroo, etc. Et si on regarde même du côté de l'éducation, Paul l'abordait un peu, le ministre de l'Éducation nationale, Blanquer, c'est l'ancien directeur de l'ESSEC, donc c'est la pépinière de cadres et de formation de dirigeants de grandes entreprises. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, c'est Frédérique Vidal, qui a orchestré la fusion des universités de Nice. Et ce qui nous prépare, sans le dire à voix haute, mais c'est la sélection à l'université dès la première année de licence. Et ça, je pense que évidemment, c'est un truc contre lequel on va être amené à se battre férocement, sachant que ça s'accompagne de la fameuse loi travail puissance 10, et avec elle, on a connu la loi travail normale au printemps dernier, mais là, c'est donc accord d'entreprise qui prévalent systématiquement sur les accords de branche, motif de licenciement fixé au niveau local, indemnité prud'homale systématiquement plafonnée, et tout ça par ordonnance pendant l'été. Et il nous le disait beaucoup, mais en fait c'est quelque chose qui arrive maintenant. Le calendrier est très serré, je pense que vous avez peut-être vu le document que révèle Mediapart, mais je pense que la vigueur avec laquelle et l'empressement avec lequel ils cherchent à faire passer ces réformes, ça signale une première chose, c'est qu'ils savent très bien que la majorité de la population, elle en veut pas de ces contre-réformes. C'est pour ça qu'ils sont obligés de faire passer ça par ordonnance et pendant l'été. Et il y a un autre fait, moi, qui m'a pas mal interpellée, c'est que si on regarde le calendrier des ordonnances, donc c'est très 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 serré, et surtout il faut que tout soit passé avant le 20 septembre. Et on pourrait se demander pourquoi, mais le 20 septembre, en fait, c'est la rentrée universitaire. Et je pense que eux, effectivement, ils ont tout intérêt à ce qu'ils aient fini de faire passer leurs réformes avant que les étudiants soient retournés dans les facs, parce que je pense qu'ils ont la mémoire fraîche de ce qui se passe quand le mouvement étudiant se réveille pour combattre aux côtés des travailleurs dans la rue. Pour revenir effectivement sur l'expérience de la loi travail, je pense que beaucoup d'entre nous qui ont fait cette expérience de mobilisation, on a pris conscience qu'on avait un vrai rôle à jouer. On nous répétait, et le grand discours, c'était que les jeunes et les lycéens, ils n'avaient pas lu le projet de loi, que ça ne les concernait pas, que c'était au mieux des fainéants, au pire des terroristes casseurs qui faisaient n'importe quoi. Mais en réalité, je pense qu'on a fait une démonstration inverse, et c'est ça qui les gêne beaucoup. C'est qu'on a commencé à se mobiliser le 9 mars,
qu'on s'est pas arrêté, qu'on a bloqué nos lycées, nos facs, malgré les gaz et la matraque, et qu'on est allé à la rencontre des travailleurs, des hospitaliers, des cheminots, en particulier, voilà, pour ce qui concerne Tolbiac, je le disais, les cheminots d'Austerlitz, mais c'est un truc qui a existé. Moi, je me rappelle des étudiants de Paris 8 qui étaient avec les cheminots de Gare du Nord. Il y a tout un tas d'exemples comme ça. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai problème, parce que pour ceux qui nous dirigent, le pire qui peut leur arriver, c'est qu'on relève la tête, qu'on prenne conscience de nos forces et qu'on s'unisse autour d'un plan de bataille commun pour en finir avec tout ça. Et de la même manière, Benoît en parlait un peu, mais un truc dont on se rappelle au printemps dernier, c'est qu'au moment où on était des milliers dans la rue, Martinez, il appelait à des journées de grève saute-mouton. Et en revanche, c'est seulement quand les facs ont fermé, alors que moi je me rappelle, au début on était 900 en AG à Paris 1, mais quand les facs ont fermé, c'est là qu'il y a un préavis de grève reconductible qui est tombé à la SNCF par exemple. Pourtant c'est l'inverse qu'il nous fallait, c'était frapper fort, tous ensemble et au même moment. Et là, on voit que ça recommence, alors que Macron nous déclare la guerre, les directions syndicales restent l'arme au pied. Je reviens pas sur les exemples que Benoît donnait, mais quand on entend Martinez qui se dit prêt à discuter et que la seule chose dont on entend parler, c'est une vague promesse de journée de mobilisation dans la seconde partie de juin, c'est totalement insuffisant par rapport à l'ampleur de l'attaque qui pèse sur nous, quoi. Mais face à cela, c'est pour ça que nous, le sens des candidatures NPA qu'on veut porter, c'est qu'on doit se préparer dès maintenant. On ne se propose pas d'être des pseudo-frondeurs ou des opposants institutionnels, mais des vrais porte-parole du monde du travail et de la jeunesse pour porter ce qui a fait notre force au printemps dernier, c'est-à-dire l'unité entre les étudiants de Tolbiac et les cheminots d'Austerlitz, mais entre les travailleurs et la jeunesse en général, pour porter jusqu'au bout la résistance dans nos facs, dans nos lycées, dans nos boîtes et dans la rue. Et pour ça, on a besoin de commencer maintenant. On ne peut pas attendre la rentrée parce que Macron et le patronat, je pense que c'est clair qu'ils ne vont pas prendre de vacances cet été. Eux, ils sont bien armés et bien organisés pour se défendre. Ils comptent même augmenter les effectifs de police parce que si ça passe par ordonnance, ça va aussi passer par coup de matraque. Et donc non seulement on doit s'organiser pour riposter, mais on doit s'organiser mieux qu'eux pour gagner. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il faut effectivement voter pour les candidats du NPA pour revendiquer cet héritage, pour porter ce projet de la lutte des classes, mais on est loin de penser que c'est par les urnes qu'on pourra changer ce système. Et du coup, c'est l'occasion principale de venir nous rencontrer, de comprendre pourquoi est-ce qu'on doit militer et de préparer avec nous les prochains affrontements parce qu'on aura besoin d'être très nombreux. Et là, le NPA Jeune, il y aura des camarades du NPA Jeune à la sortie, à la table là-bas, donc il ne faut pas hésiter à venir les rencontrer et peut-être des petites annonces pour concrétiser un peu ce que je dis. Le 17 et le 18 juin, on organise un stage de formation qu'on appelle un week-end pour changer le monde. Et en fait, c'est super important parce que ça permet de découvrir en quoi le marxisme est une théorie et un outil pour nous préparer à la lutte des classes et pour vaincre. Et donc je vous invite tous à venir découvrir le programme, il y a des flyers, des ateliers qu'on propose, et ça c'est un truc qui va nous permettre de comprendre comment on va s'organiser et qu'est-ce qu'on va faire pour gagner dès la rentrée. Et il y aura aussi un débat rencontre avec Philippe Poutou le samedi soir, pour tous ceux qui ont apprécié la campagne, qui se rappellent du débat du 4 avril, qui se rappellent de l'immunité ouvrière et qui ont envie de prolonger un peu le plaisir, vous êtes vivement invités pour continuer, voilà. Merci.